Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez Luda Fresh Morning, le réveil matinal le plus haut de la capitale sur la radio. La plus haute de la capitale, je vous le disais, que notre émission est désormais sponsorisée par le programme anti-spam basé sur l'intelligence artificielle de RTL. Et on est ce matin dans Luda Fresh Morning avec Jean-Paul. Jean-Paul, bonjour. Bonjour Dafresh. Comment tu vas ce matin? Ça va. L'actualité internationale nous emmène où? Nous amène toujours au Moyen-Orient où Donald Trump l'a annoncé aux alentours de 4 heures temps universel qu'il avait demandé et était parvenu à faire accepter un cessez-le-feu entre l'Iran et Israël. Il faut se rappeler qu'il y a 12 jours exactement, Israël avait lancé de manière unilatérale une attaque sur le territoire iranien au prétexte que l'Iran était en train de préparer une bombe atomique, et le fait que l'Iran puisse disposer d'une bombe atomique représentait une menace existentielle pour Israël. Et donc à ce titre, Benjamin Netanyahu avait donc décidé de prendre les devants. Il avait décidé évidemment de faire ce qu'il a dénommé comme étant une guerre préventive afin d'anéantir le programme nucléaire iranien. Il faut rappeler que le jour où Israël a lancé cette attaque sur l'Iran, l'Iran était en train de négocier justement avec les États-Unis pour parvenir à un accord justement sur ce nucléaire iranien. Je rappelle brièvement que le principe de cet accord serait que les Iraniens acceptaient de soit suspendre totalement ou partiellement son programme d'enrichissement d'uranium en échange d'une levée des sanctions économiques qui pèsent sur ce pays-là depuis 1979, qui avait été allégée en 2015 lorsque l'Iran avait signé la première fois un accord avec le quartet que représentaient la Chine, la Russie, la France et le Royaume-Uni. Il faut se rappeler que 3 ans plus tard, avec l'arrivée de Donald Trump à la Maison-Blanche, celui-ci avait unilatéralement mis un terme à cet accord, ce qui avait donc amené les Iraniens eux aussi à sortir justement du cadre de cet accord-là. Et c'est justement ce que les Israéliens reprochent aux Iraniens, le fait qu'ils soient sortis de cet accord et que, à leurs yeux, ils ont accéléré justement le processus d'enrichissement de l'uranium, et donc par conséquent, ils sont de plus en plus en capacité, ils se rapprochent de plus en plus vers la capacité de produire une bombe atomique. Et donc, on a vu qu'au bout de 12 jours, les Israéliens avaient dans un premier temps dit qu'ils attaquaient les infrastructures nucléaires, puis on a vu que très rapidement, au regard des ripostes iraniennes très dures sur le territoire israélien, puisque plusieurs villes ont été touchées par les différentes attaques, plusieurs grandes villes, notamment Tel Aviv, Jérusalem Ouest, Haïfa et plein d'autres localités ont été touchées, y compris même certaines colonies qui se trouvent en Cisjordanie ont fait l'objet de frappes. Et au bout de 12 jours, d'immenses dégâts des deux côtés, parce qu'il faut bien comprendre que l'Iran aussi a subi d'énormes dégâts, destruction d'infrastructures pétrolières, une raffinerie, le port. Certains hauts commandants des gardiens de la Révolution ont été assassinés au premier jour de cette attaque. Mais lorsque l'on regarde de manière globale, Donald Trump a dit que, évidemment, il était temps que les armes se taisent, et les deux parties semblent avoir accepté le principe. Pour les Iraniens, ils estiment qu'ils sont dans une position défensive, et donc, a fortiori, tant qu'Israël si Israël arrête d'attaquer l'Iran, naturellement, eux, ils vont cesser également d'attaquer Israël, parce qu'ils estiment qu'ils ne font que répondre aux attaques israéliennes. Israël a, lui, estimé que ses objectifs militaires ayant été totalement atteints, donc ils estiment qu'ils n'ont plus de raison de poursuivre la guerre, et donc ils acceptent également l'idée d'un cessez-le-feu avec l'Iran. Et c'est là, justement, les choses deviennent un peu plus intéressantes. Parce que lorsque l'on fait une analyse, véritablement, lorsque l'on regarde les deux communiqués, on se rend bien compte qu'en réalité, pour Israël, la situation était, entre Israël et l'Iran, c'était Israël qui était quand même en train d'avoir de plus à perdre par rapport à l'Iran. Parce qu'il faut bien se rappeler qu'après les objectifs militaires et nucléaires, il y avait maintenant des objectifs politiques, essayer
d'affaiblir au maximum le régime iranien pour inciter les populations à se révolter. Ça n'a pas pris. Ils sont même allés jusqu'à menacer d'assassiner l'ayatollah Ali Khamenei, qui est quand même le guide suprême de l'Iran. Donc on voyait bien que les objectifs d'Israël n'étaient pas seulement des objectifs nucléaires, et qu'en réalité, il y avait une volonté un peu de véritablement affaiblir l'Iran, comme ils ont pu affaiblir le Hamas dans la bande de Gaza, affaiblir le Hezbollah au sud du Liban, et évidemment, comme ils sont parvenus, bien entendu avec l'aide des Américains, à faire partir Bachar al-Assad de Syrie. Donc l'objectif pour eux était également soit de véritablement affaiblir au maximum le régime iranien, soit d'entraîner carrément sa chute. Or, on voit bien que après 12 jours de guerre, eh ben, le régime iranien, au contraire, ne semble pas s'être affaibli. Au contraire, il semble s'être renforcé. Après cette attaque, il y a une véritable montée de patriotisme de la part des Iraniens, un resserrement autour du régime en place et donc de son chef, le guide, l'ayatollah Ali Khamenei. Par contre, du côté d'Israël, les choses sont beaucoup plus compliquées. Parce que Israël, déjà, qui avait, si vous voulez, le principe que Benjamin Netanyahou, si tu veux, on peut dire le pacte politique que Benjamin Netanyahou avait avec les populations israéliennes était: vous me laissez me maintenir au pouvoir, vous me laissez mener mes guerres un peu avec mes voisins, et en échange, je vous garantis une sécurité maximum. Je vous garantis que tant que vous serez sur le territoire israélien, vous serez un peu dans un lieu sanctuarisé. Donc, vous ne pourrez jamais faire l'objet d'une quelconque menace vis-à-vis de nos ennemis et de nos voisins. Et en plus, je vais vous garantir l'extension d'Israël, donc le rêve de la création du grand Israël, dans lequel il est inclus évidemment toute la Samarie, la Cisjordanie, et maintenant et dans laquelle l'idée même de création d'un État palestinien serait lettre morte. Si vous me si vous me laissez être au pouvoir, eh bien moi, voilà ce que je vous garantis. Or, depuis déjà 2 ans, les choses ont considérablement changé. Il y a d'abord eu l'attaque du 7 octobre. Cette attaque du 7 octobre a montré que d'un point de vue sécuritaire, eh bien, Benjamin Netanyahou, dans son système, il y avait des failles. Et donc, aux yeux et à la barbe des Israéliens, eh bien, le Hamas a pu frapper durablement et gravement les Israéliens. Même si au départ, il n'y a eu que à peu près 1200 morts, mais le tribut payé par les Palestiniens depuis 2 ans et plus de 50 000 morts. Mais d'un point de vue politique, on peut véritablement dire que c'est une victoire. Pourquoi ? Parce que il y a 2 ans, à l'issue des accords d'Abraham qui avaient été signés en 2021, sous le premier mandat de Donald Trump, il semblerait qu'Israël était en train petit à petit de normaliser des relations avec les pays arabes de la région, normalisation qui se faisait sur le dos des Palestiniens, parce que cette normalisation était obtenue alors que la situation des Palestiniens, la question de la création d'un État palestinien était systématiquement mise de côté. Et le point d'orgue de cette normalisation avec les voisins arabes était le rapprochement qui était en train de se faire entre Israël et l'Arabie saoudite. On voit bien qu'avec les attentats du 7 octobre, eh bien, cette question a été immédiatement remise de côté et la question justement palestinienne est revenue sur le plan central dans la discussion sur le plan international. Et donc, Israël, malheureusement, s'est servi du prétexte du 7 octobre pour décider de véritablement reprendre la main totale sur la bande de Gaza, et même certains membres les plus extrémistes du gouvernement de Benjamin Netanyahou exprimaient qu'ils avaient la volonté de soit chasser la totalité des Palestiniens, les obliger à aller vers le sud, soit vers le Sinaï du côté égyptien, soit vers le côté de la Jordanie. Or, on voit bien que cette idée-là de vouloir déplacer de manière forcée les populations, qui sont des violations des différentes conventions de Genève, parce que ça s'identifie à une forme d'épuration ethnique. Et donc, toutes ces questions-là ont fait qu'aujourd'hui, après tous ces massacres, après ce que les nombreux rapports des Nations Unies ont défini comme étant un risque de génocide, eh bien, Israël était un peu dans une situation très difficile. Et donc, c'est la raison pour laquelle, sur un plan intérieur, Benjamin Netanyahou aussi était fragilisé avec sa volonté de modifier la Constitution pour, si tu veux, restreindre les pouvoirs de la justice. Et on a vu aussi la guerre larvée qu'il avait entre lui et la procureure générale d'Israël. Donc, toutes ces questions ont fait que, évidemment, il était de plus en plus contesté, d'autant plus que sa guerre
contre le Hamas, sous prétexte que pour récupérer les otages, n'a véritablement pas atteint tous ses objectifs, puisque les seuls otages qui ont été libérés l'ont été dans le cadre de négociations. Or, à chaque fois que l'on s'approchait vers une résolution totale du conflit, c'est-à-dire le fait qu'on allait libérer la totalité des otages, eh bien Benjamin Netanyahu à chaque fois décidait de faire capoter les négociations et relancer la guerre, parce qu'évidemment, on a compris très vite que ses objectifs étaient de se maintenir au pouvoir, et pour se maintenir au pouvoir, il fallait qu'il y ait des guerres. Pourquoi ? Tout simplement pour continuer à bénéficier de, si tu veux, de l'appui des plus extrémistes de sa coalition gouvernementale, qui pour eux, la question palestinienne doit être résolue uniquement par la manière forte et par la guerre. Et donc, tant que Benjamin Netanyahu reste dans cette posture en fait, tant qu'il fait la guerre, il ne quitte pas le pouvoir. Voilà, il ne quitte pas le pouvoir parce que le pays sera en état de guerre. Et quand on est en état de guerre, on ne peut pas organiser d'élections. Et si on ne peut pas organiser l'élection, lui, il reste au pouvoir. Et donc, pour cela, c'est la raison pour laquelle, après la bande de Gaza, il a déclenché la guerre au Liban. Le Hezbollah, évidemment, est sorti très affaibli. Et puis, après la guerre au Liban, il s'est attaqué à la Syrie. Il a reconquis le plateau du Golan. Et dans la foulée, il a aidé les Américains et les groupes djihadistes soutenus par les Occidentaux à chasser Bachar al-Assad, parce que celui-ci ne bénéficiait plus ni de l'appui du Hezbollah libanais et encore moins de l'appui de la Russie, qui était justement beaucoup plus occupée à résoudre son conflit avec l'Ukraine. Donc Israël a permis justement ce basculement, cette chute de Bachar al-Assad. Et donc c'est fort de tous ces succès militaires-là qu'elle a donc décidé de s'attaquer à ce qu'elle considère comme étant la tête de la pieuvre, donc l'Iran. Et donc, elle a décidé unilatéralement, en violation encore une fois de plus de toutes les conventions internationales, en dehors de tout cadre réglementaire légal sur le plan du droit international, à lancer son attaque contre Israël. Et on le voit bien que, d'un point de vue militaire, c'est un échec, puisque, comme je l'ai dit, les objectifs n'ont pas été atteints. Il n'y a aucune preuve tangible que tout l'arsenal nucléaire iranien a été détruit. Et en plus, l'Iran a fait preuve d'une efficacité redoutable vis-à-vis d'Israël. Il ne faut pas oublier que Israël, qui vantait avoir le système de défense antimissile le plus efficace au monde, on a vu très clairement que ce système-là pouvait être très vite saturé, et cela n'a pas empêché les Iraniens. Je rappelle que l'Iran est censé être sous embargo et donc ne disposait pas de la même technologie que Israël, parce qu'Israël dispose de la technologie occidentale, française, anglaise, américaine. Et donc là, on a vu un pays qui est censé ne pas avoir la même technologie, une technologie très efficace, et même avoir montrer son efficacité sur le plan de la balistique, sur le plan des missiles de croisière, sur le plan de l'utilisation des drones. Et donc, grâce à l'utilisation de ces armes-là très redoutables, Israël a eu ils sont parvenus à infliger de lourds dégâts à Israël. Et maintenant, la situation aussi sur le plan intérieur sera particulièrement compliqué pour Benjamin Netanyahu, parce que si le cessez-le-feu perdure, il va bien falloir qu'il s'explique devant son Parlement, devant son peuple, pour justifier autant de désastres, parce que cette attaque sur l'Iran se traduit par un désastre. Les chiffres sont terribles. Il faut savoir que le déficit, par exemple, du budget d'Israël cette année sera de 136 milliards de shekels, donc c'est à peu près 30 milliards de dollars, ce qui est énorme. En plus, il faut savoir que du fait du déclenchement de la guerre contre l'Iran, il faut savoir que déjà même depuis 1 an et demi, du fait du déclenchement de toutes ces guerres-là, il y a à peu près 1700 millionnaires israéliens qui ont quitté le pays. On estime à peu près que 8000 scientifiques, ingénieurs et autres ont aussi quitté le pays parce qu'ils ne s'y sentent plus en sécurité. Et à la suite de la guerre avec l'Iran, on estime encore que de manière globale, près de 100 000 Israéliens, ceux qui bénéficient notamment de la double nationalité, qui ont des doubles passeports français, britanniques, etc., vont eux aussi quitter Israël dès que l'occasion leur sera donnée. D'ailleurs, on a aussi appris que déjà au cours de ces 12 jours-là, beaucoup de navires, beaucoup de bateaux, des espèces de flottilles quittaient Israël en direction de Chypre ou de Grèce. Donc, on voit bien que pour les Israéliens, pour la population israélienne, ils se rendent compte que
ces 15 années de gouvernement Netanyahou se sont soldées par le pire échec, par la pire situation qu'Israël ait jamais connue. Déjà qu'en 50 ans, ces 50 dernières années, jamais le pays n'avait été aussi durement frappé sur son territoire. Or là, sous Benyamin Netanyahou, on a eu les attaques du 7 octobre et on a eu cette guerre de 12 jours avec l'Iran qui a profondément marqué les Israéliens. Et en plus, on a une situation économique qui est catastrophique. On a une situation politique aussi qui est catastrophique, puisqu'on voit bien que les plus extrémistes des Israéliens ont pris le pouvoir, ce qu'on appelle les sionistes. Ils ont pris le pouvoir en otage et ils ont, semble-t-il, entraîné le pays vers l'abîme. Donc, on voit bien que ce cessez-le-feu-là va ouvrir une nouvelle porte, et j'espère que très vite de nouvelles perspectives, avec à la clé, je crois, la première chose, ce sera le fait que Benyamin Netanyahou devra s'expliquer. Il y aura de fortes chances que, si tel est le cas, il se retrouve soit devant les tribunaux, parce qu'il y a une affaire de corruption qui l'y attend, et ce qui mettra un terme à sa carrière. Merci Jean-Paul qui revenait sur l'actualité internationale, la situation au Moyen-Orient. C'est le Moyen-Orient. Le Moyen-Orient et le Proche-Orient, c'est... Le Proche-Orient, on dira plutôt l'Égypte. L'Égypte, le Qatar, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis. Voilà. Là, le Moyen-Orient, c'est un peu plus loin. Donc, on a l'Iran, on a Israël, on a l'Irak, la Cisjordanie, etc. Et puis après, bon, le reste, on appelle l'Extrême-Orient. Donc, voilà. La Chine et tout ça. Merci Jean-Paul avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. Le DAF Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.